Un millionnaire était en train de perdre son fils, et non à cause de la maladie. Il semblait que les forces de Matteo s'amenuisaient chaque jour un peu plus, jusqu'à ce que le pauvre garçon, le fils de la femme de chambre, s'approche et dise « Votre petit ami ne le laisse pas marcher ». Alejandro le regarda avec incrédulité, et à cet instant précis tout changea. « Votre petit ami ne laisse pas votre fils marcher ». La voix de Diego déchira le silence du bureau, comme un coup de feu. Alejandro, qui était en train de passer en revue des contrats à son bureau, leva brusquement la tête. Le garçon se tenait là, tremblant, sa respiration accélérée. Ses mains serraient pas la casquette qu'il portait toujours. Il n'avait pas frappé à la porte, n'avait pas attendu la permission, il était simplement entré. « Qu'as-tu dit ?» demanda Alejandro sur un ton plus incrédule que fâché. « Que Camila ne laisse pas Matteo marcher. » Et qu'elle met des choses étranges dans sa nourriture, répéta Diego d'une voix brisée. Alejandro cligna des yeux, essayant de comprendre. Matteo, son fils de 6 ans, ne pouvait plus bouger ses jambes depuis 3 mois. Les médecins avaient déparlé d'une possible lésion neurologique, quelque chose de soudain, sans explication claire. Camila, sa petite amie depuis 1 an et demi, avait proposé de s'occuper de lui personnellement, et l'avait fait, du moins en apparence, avec une dévotion infatigable. Diego commença à froncer les sourcils. « Ce que tu me dis est très sérieux, » dit-il. « C'est vrai, » l'interrompit le garçon. « Je l'ai vu quand vous étiez au bureau. J'étais entré pour apporter quelques dessins à Matteo. Elle lui donnait du jus. Et je l'ai vu ajouter quelque chose d'une petite bouteille. Matteo m'a regardé bizarrement, comme s'il ne voulait pas le boire, mais elle lui a dit que s'il ne le buvait pas, il irait plus mal. » L'horloge murale battait trop fort à son goût. Alejandro sentit un nœud dans son estomac. Diego n'était pas un garçon qui inventait des histoires, et l'expression qu'il portait n'était pas celle de la malice, mais de la peur pure. Alejandro se leva lentement de sa chaise. « Où est Camila maintenant ?» demanda-t-il. « Dans la chambre de Matteo » répondit Diego en baissant la voix, comme s'il craignait que quelqu'un l'entende. « Mais n'entrez pas maintenant. Si elle apprend que je vous ai dit... » La phrase resta en suspens dans l'air. Alejandro hocha la tête et passa derrière son bureau. Arrivé à la porte, il vit, de l'autre côté du couloir, la porte entr'ouverte de la chambre de Matteo. Un éclat métallique scintilla dans la main de Camila avant qu'elle ne le retire de son champ de vision. Le cœur d'Alejandro s'accéléra. Sans réfléchir, il recula et retourna au bureau. « Diego, va rejoindre ta mère dans la cuisine, » dit-il. « Ne dis à personne ce que tu viens de me raconter. Compris ?» Le garçon hocha la tête, pinça les lèvres et s'enfuit en courant. Alejandro tomba dans son fauteuil. L'image d'un Matteo souriant courant dans le jardin quelques mois plus tôt le frappa comme un souvenir cruel. Et si Diego disait le vrai? Et si cette maladie soudaine n'était rien d'autre qu'un mensonge? Un léger coup à la porte le tira de ses pensées. Mon amour, la voix de Camila sonnait douce, comme toujours. Matteo se repose, ne le dérange pas. Oui, Alejandro leva les yeux, feignant un sourire. Bien sûr. Camila s'attarda encore quelques secondes, le regardant comme si elle évaluait quelque chose, avant de disparaître dans le couloir. À ce moment, Alejandro comprit qu'il devait vérifier par lui-même, mais pas maintenant, pas quand elle pouvait le voir. Il ouvrit le tiroir du bas de son bureau et en sortit une petite clé de la buanderie où étaient censés stocker la nourriture et les médicaments. Si Camila cachait à quelque chose, il y trouverait peut-être les premières boîtes aux main de réponse. Avant qu'il ne puisse se lever, il entendit à nouveau des pas. Ils étaient plus légers, plus pressés. Diego revenait, jeta un coup d'œil à peine perceptible depuis la porte. « Monsieur, » murmura-t-il, « je crois qu'elle m'a vu vous parler. » Alejandro ne répondit pas immédiatement. Il sentit un frisson parcourir son échine. Dehors, un nuage recouvrit le soleil, et la lumière dans le bureau devint plus froide. Un mauvais pressentiment s'installa dans sa poitrine, et il prit alors une décision. Il commencerait à la surveiller à partir d'aujourd'hui, sans qu'elle le sache, sans mettre Matteo en danger. Alejandro dormit mal cette nuit-là. L'horloge affichait 3 heures du matin lorsqu'il se retrouva encore éveillé, fixant le plafond avec l'écho des mots de Diego martelant dans sa tête. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait la scène de son fils regardant ce verre de jus avec incrédulité. À l'aube, il décida qu'il n'affronterait pas Camila. Il y avait encore quelque chose dans sa manière de le regarder la veille au soir, cette évaluation silencieuse qui lui faisait comprendre clairement que toute réaction hâtive la mettait très sur ses gardes. S'il voulait connaître la vérité, il devrait le faire de manière méthodique. Il descendit à la cuisine avant que tout le monde ne se réveille. De là, il entendit des pas doux à l'étage. Il reconnut la démarche de Camila, toujours mesurée, presque cérémonieuse. Il ne voulait pas qu'elle le voie. Il resta donc derrière le mur séparant la cuisine du couloir, écoutant. « Bonjour mon amour.
La voix de Camilla était douce et mielleuse. « Prêt pour ta thérapie ?» Il ne put distinguer la réponse de Matteo, seulement le grattement de la vaisselle. Alejandro remonta silencieusement les escaliers. Depuis l'encadrement de la porte de la chambre, il observa. Matteo était assis sur le lit, ses jambes couvertes par une couverture. Camilla tenait une cuillère devant lui, souriante. Cela ressemblait à une scène tendre, mais quelque chose attira son attention. Chaque fois que Matteo essayait de soulever son torse pour se rapprocher, Camilla le repoussait doucement, marmonnant quelque chose qu'Alejandro ne put distinguer. Il s'appuya contre le chambranle de la porte, feignant un geste distrait. « Bonjour. » Camilla se retourna, sourit et posa la cuillère sur l'assiette. « Mon amour, je donnais justement le petit déjeuner à Matteo. Il est un peu abattu aujourd'hui. » Matteo le regarda. C'était un regard inhabituel. Dans ses yeux, il y avait une supplication silencieuse qu'Alejandro ne put déchiffrer entièrement, mais qui le troubla profondément. Pour le reste de la matinée, Alejandro resta à proximité, prétendant vérifier ses emails sur son téléphone, observant chacun de ses mouvements. Camilla, consciente de sa présence, garda un ton doux et des mots tendres pour Matteo. Cependant, il y eut un moment qui le choqua. Matteo laissa tomber une serviette et en se penchant pour la ramasser, ses pieds aussi touchèrent dans le sol. Camilla réagit instantanément, posant sa main sur son épaule fermement. « Non, 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 Matteo, » dit-elle doucement mais catégoriquement. « Ne fatigue pas tes jambes, oh chéri. Tu pourrais te blesser encore plus. » Alejandro fronça les sourcils. « Se blesser encore plus ?» Le dernier rapport médical qu'il avait reçu n'indiquait pas que le fait d'essayer de bouger ses jambes pouvait aggraver sa condition. Plus tard, lorsque Camilla s'éloigna pour répondre à un appel, Alejandro s'approcha de son fils. « Ça te fait mal quand tu essaies toi de les bouger ?» demanda-t-il doucement. Matteo secoua la tête. « Alors pourquoi ?» Mais le bruit de pas dans le couloir le fit s'arrêter. Camilla entra à nouveau, rangeant son téléphone dans sa poche. « Le centre de thérapie a appelé », dit-elle avec un naturel bien répété. « Je leur ai dit que pour l'instant, nous ne changerions pas le traitement. » Alejandro ressentit une pointe d'anxiété. La semaine dernière, Camilla lui avait dit que le centre de thérapie l'avait rejeté parce qu'il n'acceptait pas son approche de médecine naturelle. Maintenant, selon elle, c'était eux qui appelaient Ande pour proposer une continuité. Laquelle des deux versions était vraie ? Il ne dit rien. Il la regarda ajuster la couverture sur les jambes de Matteo, fredonnant une mélodie enfantine. Tout semblait normal, mais il ne faisait plus confiance à cette image. Au milieu de la journée, il décida de sortir pour faire une course. En réalité, il resta dans la bibliothèque, d'où il pouvait voir une partie du couloir menant à la chambre de Matteo à travers le reflet de la porte vitrée. Il vit Camilla entrer et fermer la porte derrière elle. Quelques minutes s'écoulèrent, sans un bruit, jusqu'à ce qu'un rapide murmure soit audible, comme si elle parlait au téléphone. Il ne put distinguer les mots, mais il remarqua que son ton était beaucoup plus tranchant que celui qu'elle utilisait avec lui ou avec Matteo. Lorsqu'elle sortit enfin, elle avait le même regard doux que toujours. « Matteo se repose déjà », annonça-t-elle. « Je vais me faire du thé, tu en veux ?» Alejandro hocha la tête avec un sourire contrôlé. Il la regarda marcher vers la cuisine, sa silhouette découpée par la lumière du coucher du soleil, et sentit la méfiance grandir. Les contradictions n'étaient en plus seulement des suspicions. Elles commençaient à former un schéma. Cette nuit-là, en écoutant le léger ronflement de Matteo depuis le couloir, Alejandro prit une décision silencieuse. S'il voulait savoir ce qui se passait, il devrait se rapprocher beaucoup plus, sans que Camilla s'en rende compte. Le lendemain, une lumière grise se leva, qui semblait présager quelque chose. Alejandro prit son petit déjeuner, en silence, regardant Camilla préparer une concoction pour Matteo. Il remarqua à quel point elle était attentive à chaque geste, comme si elle savait qu'elle était surveillée. Peu de temps après, elle s'approcha de la table avec son sourire habituel. « Je vais au marché central », annonça-t-elle. « Je veux trouver des herbes fraîches pour le traitement de Matteo. »« Tu y vas seul ?» demanda Alejandro en essayant d'avoir l'air désinvolte. « Oui, je n'en aurai pas pour plus d'1 heure. » Lorsque la porte principale se ferma derrière elle, l'atmosphère de la maison changea. Alejandro attendit quelques minutes, puis se leva et monta les escaliers. Le couloir était silencieux. De la chambre de Matteo, on pouvait entendre les sons à peine audibles de dessins animés. « Je vais vérifier quelque chose dans la salle de thérapie », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour quiconque. La pièce était au bout, à côté du bureau de Camilla. En y entrant, une odeur le frappa. Un mélange d'alcool médical et de quelque chose de plus fort, de chimique, qu'il ne put identifier immédiatement. Les murs étaient couverts d'étagères, de flacons, de bouteilles et de boîtes de différentes tailles.
Sur une table en bois se trouvaient des carnets ouverts avec des entrées écrites d'une petite écriture serrée. Il s'approche d'une étagère basse. Là, dans la pénombre, se trouvaient plusieurs flacons sans étiquette. L'un était à moitié plein d'un liquide clair, l'autre contenait une poudre blanche très fine. Il en prit un et le tint à la lumière. Le liquide semblait plus épais que de l'eau. L'odeur était pénétrante, presque métallique. Poursuivant sa recherche, il ouvrit un tiroir et trouva des reçus pliés. Tous portaient le même en tête. Clinique vétérinaire San Lucas, achat de myorelaxants et d'analgésiques à usage animal. Les dates des factures coïncidaient avec les premières semaines où Matteo avait perdu sa mobilité. Son cœur battit la chamade. Il regarda à nouveau les carnets. C'étaient non des carnets avec des colonnes de dates et de quantités. Sur certaines pages, à côté des dates, se trouvaient des notes décrivant une augmentation de la dose, une diminution de la quantité, et des observations comme réaction lente entre coin et refuse le liquide. Un bruit derrière lui le fit se retourner. C'était Diego qui jetait un coup d'œil depuis la porte avec une expression effrayée. « Monsieur Alejandro » murmura-t-il. « Je l'ai vu utiliser ça. » Alejandro le regarda fixement. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Qu'elle met ces choses dans la nourriture et les jus de Matteo. Elle le fait quand vous n'êtes pas là ou quand elle pense que personne ne la regarde. Le garçon entra lentement, refermant la porte. Au début, je pensais que c'était un médicament, mais un jour, je l'ai vu les cacher rapidement quand elle m'a entendu. Depuis, j'observe. Elle le fait presque tous les jours. Alejandro sentit une lourdeur dans sa poitrine. Diego parlait doucement, mais avec une certitude qui ne laissait aucune place au doute. « Depuis quand ?» demanda-t-il. « Des semaines, je pense. Je pense que c'est depuis que Matteo a arrêté de marcher. » Alejandro posa ses mains sur la table pour contenir sa colère. Il referma les carnets et remit les reçus là où il les avait trouvés, mais il mémorisa la position exacte de chaque article. Il ne pouvait pas laisser Camila soupçonner que quelqu'un avait fouillé. « Ne dis à personne ce que tu viens de me raconter, » dit-il fermement, « pas même à ta mère. » Diego hocha la tête sérieusement. Avant de partir, Alejandro jeta un dernier regard sur la pièce. Chaque flacon, chaque feuille, chaque reçu faisait partie d'un puzzle qui commençait à prendre forme. Et ce qu'il voyait n'était pas un traitement, mais autre chose, quelque chose qu'il ne voulait pas encore nommer. Quand il ferma la porte et retourna dans le couloir, il entendit le bruit d'une clé dans la serrure principale. Camila était revenue plus tôt que prévu. Il garda son calme et descendit les escaliers comme si de rien n'était. « Tu es déjà de retour ?» demanda-t-il avec un sourire répété. « Oui, les herbes étaient fraîches tante aujourd'hui, » dit-elle, laissant les sacs sur la table et l'embrassant rapidement sur la joue. « Et tu as été très occupé ?»« Assez, » répondit-il, cachant l'agitation qu'il ressentait encore, à passer en revue quelques documents. La conversation s'arrêta là, mais Alejandro savait qu'à partir de ce moment, chaque minute compterait. Ce qu'il avait trouvé non seulement confirmait les soupçons de Diego, mais ouvrait aussi un chemin dangereux qu'il devrait parcourir avec précaution. Alejandro se leva avant l'aube, la tête qui tournait. La découverte de la veille ne laissait aucune place pour penser à autre chose. Les reçus, chaque flacon, chaque mot écrit dans ses carnets étaient engravés dans sa mémoire. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer seul avec ses soupçons. Il avait besoin de quelqu'un ayant des connaissances médicales et, surtout, de quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance sans risque de fuite. La réponse lui vint presque instantanément. La docteure Valeria Ramirez, le pédiatre de Matteo depuis ses premiers mois, une femme discrète et directe. Il ne l'avait pas vue depuis que Camila avait pris le contrôle absolu du traitement, affirmant que la médecine traditionnelle ne comprenait pas la nature du problème de Matteo. Le même jour, profitant du fait que Camila était partie tôt pour une réunion avec des fournisseurs, Alejandro fit un appel bref mais précis. « Valeria, je dois te voir, dit-il. C'est à propos de Matteo. » Son ton devait avoir l'air assez sérieux, car elle ne demanda pas de détails, répondant seulement « Dis-moi l'heure et le lieu. » Ils convinrent qu'elle viendrait à la maison sous le prétexte d'une visite sociale. Quand elle arriva, elle portait une robe simple et une chemise sous le bras. Son regard, cependant, était direct. « Raconte, dit-elle, à peine après avoir traversé le salon et s'être assise en face de lui. Alejandro prit une profonde inspiration. « Je ne peux pas encore te donner tous les détails, mais j'ai besoin que tu examines Matteo comme si c'était un examen de routine, dit-il. Je ne veux pas que Camila se doute de quoi que ce soit. » Valeria le regarda encore une seconde, évaluant s'il y avait une raison de croire que son état n'était pas ce qu'il semblait être. Alejandro hésita. Il ne pouvait pas lui parler de Diego ou de ce qu'il avait trouvé, pas encore. « J'ai simplement des raisons de croire que nous ne voyons pas toute l'image, » répondit-il.
Elle hocha lentement la tête, acceptant la réponse. « D'accord, si tu ne veux pas que Camilla le sache, je le ferai rapidement et discrètement. » Ils montèrent ensemble dans la chambre de Matteo. Le garçon était assis sur le lit, en train de dessiner. Quand il vit Valeria, il sourit timidement. « Docteur !» s'exclama-t-il avec surprise. « Ça fait un moment. »« J'avais besoin de voir comment tu allais, » répondit-elle chaleureusement. « Faisons un petit examen rapide, d'accord ?» Pendant qu'elle parlait avec Matteo de ses dessins, Valeria posa discrètement le stéthoscope sur sa poitrine, palpa doucement ses jambes et vérifia ses réflexes avec des mouvements fluides. Elle ne nota rien. Elle mémorisa simplement chaque réaction. « Ça fait mal si j'essaie de plier ta jambe comme ça ?» demanda-t-elle, pliant soigneusement le genou du garçon. « Non, » répondit-il. « Et ça, tu le sens ?» Elle passa le bout de ses doigts sur la plante de son pied. Matteo hocha la tête. Alejandro observa attentivement chacun de ses gestes. Il pouvait lire le langage corporel de Valeria et comprit à son visage tendu qu'elle avait remarqué plus qu'elle ne le disait. Lorsque l'examen fut terminé, elle se redressa avec un sourire. « Matteo, continue de dessiner de belles choses, » dit-elle. « Je vais parler à ton père pendant quelques minutes. » Ils sortirent dans le couloir. Valeria baissa la voix. « Alejandro, je ne peux pas poser de diagnostic définitif sans analyse, mais il y a des signes qui ne concordent pas avec une paralysie soudaine due à une blessure ou à une maladie neurologique. » dit-elle. « Quel signe ?» demanda-t-il. « Le tonus musculaire est somme réduit, mais il n'y a pas de perte totale de sensation. De plus, les réflexes sont altérés d'une manière que j'ai déjà vue avec des empoisonnements par certains composés. » Alejandro se figea. « Des empoisonnements ? Oui, à long terme, dit-elle. Je ne parle pas de quelque chose qui se produit en un jour. C'est le résultat de semaines, peut-être de mois. » Ils restèrent silencieux. Valeria comprit que l'affaire était sérieuse, même si Alejandro n'avait pas révélé les détails. « Peux-tu le confirmer ?» demanda-t-il. « Je dois prendre des échantillons et les envoyer à un laboratoire fiable, » dit-elle. « Et je répète, si tu veux que Camilla ne le sache pas, tout doit être fait très prudemment. » Alejandro hocha la tête. « Je ne veux pas qu'elle se doute de quoi que ce soit. Pas encore. » Valeria prit une profonde inspiration. « D'accord, arrange une rencontre pour qu'elle ne soit pas présente. J'apporterai tout pour les analyses et je dirai que c'est un contrôle de routine. » Avant de partir, elle le prévint. « Si j'ai raison, Alejandro, Matteo n'est pas simplement malade, on le rend malade. » Lorsque la porte se referma derrière Valeria, Alejandro sentit que la maison était devenue plus froide. Tout n'était plus seulement de vagues soupçons. Il y avait maintenant des signes médicaux pointant vers quelque chose de beaucoup plus sinistre. Et toute erreur pourrait immédiatement mettre Matteo en danger. Le changement commença comme une vague à peine perceptible, mais tangible, et Alejandro le remarqua. Les jours qui suivirent la visite de Valeria passèrent avec une nouvelle sensation, comme si l'air dans la maison était devenu épais et lourd. Camilla souriait toujours, parlait affectueusement à Matteo et s'occupait de lui comme avant. Mais dans son regard, quelque chose d'autre apparut. Un reflet de calcul, comme si elle mesurait soigneusement chaque action dans un but inavoué. Le premier signe alarmant arriva un lundi soir. Alejandro rentra chez lui plus tôt que d'habitude. La voiture s'arrêta à l'entrée, et en ouvrant la porte, il entendit un léger murmure provenant de l'étage. Il monta sans bruit, suivant la voix. La porte de la chambre de Matteo était entr'ouverte, et à travers la fente, il vit Camilla assise très près du garçon, penchée vers son oreille, parlant d'une voix ferme et basse. Il ne put distinguer les mots, mais il fut particulièrement frappé par le fait que Matteo ne la regardait pas dans les yeux. Au lieu de cela, il fixait la couverture sur ses jambes, comme s'il évitait son regard. « Oh, je ne savais pas que tu étais déjà de retour !» dit Camilla se redressant brusquement. Son sourire apparut instantanément, trop vite pour être réel. « La réunion s'est terminée plus tôt, » répondit Alejandro en essayant d'avoir l'air désinvolte. « Tout va bien, super, on discutait juste un peu. » Matteo leva les yeux juste une seconde et Alejandro y remarqua une ombre d'anxiété. Il n'insista pas, mais la scène resta gravée dans sa mémoire. À partir de ce soir-là, Camilla cessa de déléguer les soins de Matteo. Si avant le personnel aidait pour le petit déjeuner, les vêtements ou les activités, elle contrôlait maintenant tout personnellement du début à la fin. Elle expliqua que c'était mieux pour le progrès du garçon que tout dépende d'une seule personne. Mais il n'y eut pas que Matteo qui tomba sous son contrôle. Camilla devint plus stricte avec le personnel. Elle vérifiait le ménage avec une méticulosité exagérée, faisait des remarques à la mère de Diego sur des détails mineurs et les envoyait parfois faire des courses en dehors de la maison sans raison apparente. L'effet était clair, réduire la chance que quelqu'un reste seul avec Matteo. Un soir, alors qu'ils travaillaient tous les deux sur des documents dans le salon, Alejandro décida de sonder le terrain.
Je pensais justement, dit-il d'un air de rien, en regardant les papiers. Peut-être devrions-nous emmener Matteo dans un centre de rééducation avec plus de spécialistes et un regard extérieur ? Camilla leva lentement la tête, comme si elle pesait chaque mot. « Des spécialistes ?» répéta-t-elle. « Tu ne fais pas confiance à ce que je fais pour lui ?» La question sonna de manière tranchante. « Ce n'est pas ça », murmura Alejandro en essayant d'être le plus neutre possible. « Je pense juste que d'autres avis pourraient t'aider à son rétablissement. » Elle posa son stylo avec un petit bruit sec. « Alejandro, je suis là tous les jours, à m'occuper de lui, à lui remonter le moral, à m'assurer qu'il a tout ce dont il a besoin, » dit-elle. « Sais-tu à quel point il est difficile de maintenir sa stabilité tout en travaillant à distance ?» Son ton n'était pas seulement fatigué, mais rempli d'une irritation masquée. Alejandro resta calme, ne cédant pas l'initiative. « Je ne remets pas en question tes efforts, » dit-il. « C'est juste que s'il y a une alternative qui accélérerait son rétablissement, nous devrions la considérer. » Camilla soutint son regard pendant quelques secondes qui parurent atrocement longues, puis se leva lentement, rassembla ses papiers et se dirigea vers les escaliers. « Je veux aussi ce qu'il y a de mieux pour lui, » dit-elle sans se retourner. « Ne l'oublie pas. » Alejandro la regarda jusqu'à ce qu'elle disparaisse à l'étage. Le silence dans la pièce n'était pas habituel. Il semblait maintenant épais, comme si une barrière invisible était apparue dans la conversation. Dans les jours qui suivirent, la tension devint plus évidente. Camilla portait désormais constamment un carnet sombre qu'elle consultait régulièrement mais ne montrait jamais à personne. Elle y notait l'horaire des repas et les détails de la routine de Matteo. Alejandro soupçonnait qu'il y avait plus dans ses notes que de simples graphiques et listes. Même lorsque Matteo sortait dans le jardin, Camilla restait à 1 ou 2 pas de distance, surveillant chacun de ses mouvements. Si Diego ou sa mère apparaissaient, Camilla trouvait immédiatement une raison d'intervenir, d'offrir du jus ou de dire que Matteo avait besoin de se reposer. Alejandro, comprenant qu'il était surveillé avec tout autant de soin, s'efforçait d'être aussi normal que possible. Il ne pouvait pas montrer d'anxiété ou de hâte, cela confirmerait n'importe lequel de ses soupçons. Mais à l'intérieur, la pression montait. Chaque jour, Camilla devenait plus tendue et possessive, comme si elle sentait qu'il avait quelque chose à cacher. Alejandro ressentait de plus en plus vivement que le temps de manœuvre s'épuisait. Le soir tomba sur le manoir avec une lumière dorée et lourde, donnant à tout une touche de mélancolie. Alejandro, coincé par des contrats, avait ses pensées ailleurs. Il ne pouvait pas se défaire des souvenirs des derniers jours. La surveillance cachée de Matteo par Camilla, ses reproches au personnel, la conversation dans le salon qui était devenue une ligne de fracture, et le désir de s'échapper non pas de la maison, mais de son contrôle sans fin. Il y avait une pièce où elle n'allait presque jamais, la bibliothèque. Une grande pièce avec de hauts plafonds, des étagères en bois, où étaient rangés les livres hérités d'Alejandro. Camilla ne l'aimait pas, elle disait que l'odeur du vieux papier était étouffante. Cela faisait de la bibliothèque un lieu idéal pour la réflexion, et peut-être pour la recherche. Il ouvrit la porte, et l'odeur de cuir, de poussière et de vieux bois l'enveloppa comme une couverture. La lumière à travers les rideaux était tamisée. Des grains de poussière flottaient pendant l'air. Alejandro marcha lentement le long des étagères, passant ses doigts sur les reliures, lisant des titres qu'il n'avait pas touchés depuis des années. Il ne cherchait rien de précis, mais depuis plusieurs jours, il sentait que cette maison avait plus de secrets qu'on ne le pensait. S'ils existaient, ils étaient bien sûrement dans la bibliothèque. Sa main s'arrêta sur un lourd volume à la couverture verte et au gaufrage doré, chronique de la ville et de ses habitants. Il sortit la livre avec précaution. Son poids indiquait qu'elle était là depuis des décennies. Il l'ouvrit au hasard. Les pages jaunies craquèrent sèchement. Puis il remarqua une bosse à peine visible qui perturbait le bord lisse du livre. Le coin d'une photographie dépassait entre 2 chapitres. Alejandro la tira soigneusement. Ce qu'il vit le fit se figer. La photo montrait une Camilla plus jeune, mais indéniablement reconnaissable. Des vagues de cheveux sombres, un sourire détendu, presque triomphant. Elle portait une simple robe d'été, et ses mains étaient comptées sur les épaules d'un garçon d'environ 7 ans. L'enfant ne souriait pas. Ses grands yeux sombres regardaient vers l'appareil photo avec un mélange de résignation et de vide. De chaque côté de Camilla se trouvaient 2 hommes. L'un était grand et sévère, dans un costume coûteux. L'autre portait une chemise avec les manches retroussées. Une montre chère brillait à son poignet à la lumière du flash. Alejandro ne reconnut aucun d'eux. Il retourna la photo, rien au dos, ni date, ni lieu, ni nom. Tout dans la composition de la photo rendit Alejandro mal à l'aise. Camilla était au centre, reliant littéralement les 3 figures, comme un lien entre les hommes et le garçon. Et sa main sur l'épaule de l'enfant semblait non seulement protectrice, mais aussi possessive,
marqué d'une territorialité qu'il n'avait jamais vue avec Matteo. Il déglutit, son regard s'attardant sur la photo. Camilla n'avait jamais mentionné ces hommes, ou le garçon. Il n'y avait jamais eu même une allusion. Mais les voici, figés dans un moment du passé, cachés parmi les pages d'un livre que personne n'avait touché. Il resta silencieux pendant quelques secondes, sentant une pulsation troublée dans ses tempes. Il ne voulait pas sauter aux conclusions, mais il était impossible d'ignorer. Si la photo était ce qu'il pensait, cela signifiait que Matteo n'était pas le premier, peut-être même pas le deuxième. Il remit soigneusement le livre à sa place. Il glissa la photo dans la poche intérieure de sa veste. Si Camilla l'avait cachée, elle ne devait pas savoir qu'il l'avait trouvée. En quittant la bibliothèque, il entendit un bruit lointain provenant du salon. La voix de Camilla, animée, parlait à Matteo comme s'il regardait en coin quelque chose d'amusant à la télévision. Ce contraste la voix affectueuse maintenant, et la femme sur la photo, marquant apparemment un enfant comme sa propriété, lui donna des frissons. En marchant vers la chambre, il sentit le poids de la photographie sur sa poitrine. Ce n'était pas juste un vieux morceau de papier. C'était un morceau d'un mystère plus grand, une preuve que ce qui se passait n'était pas un incident isolé, mais une partie d'un schéma qui s'était peut-être répété plusieurs fois et avec on ne sait combien d'enfants. Pour la première fois, Alejandro comprit qu'il pourrait faire face à quelque chose de beaucoup plus dangereux qu'il ne le pensait. Alejandro passa presque toute la nuit assis dans la lumière tamisée de la chambre, tenant la photo. L'ampoule reflétait un faible éclat sur le papier. Il regarda encore et encore les visages des deux hommes, essayant de se souvenir de quelque chose. Un événement, une réunion d'affaires, une connaissance, mais rien. Les visages lui étaient complètement inconnus. Cependant, leur attitude révélait un statut spécial. Tous deux dégageaient une confiance et un pouvoir qui ne s'apprennent pas. L'homme en costume était presque un type de fonctionnaire. Le second, avec la chemise et la montre chère, avait la confiance de ceux qui sont depuis longtemps habitués aux cercles élitistes fermés. Il avait besoin d'informations, et il en avait besoin de toute urgence. La police n'était pas une option. Une enquête officielle alerterait instantanément Camilla. Il se tourna vers un homme qui travaillait dans l'ombre et pouvait faire avancer les choses discrètement. Il composa un numéro qu'il n'avait pas appelé depuis des années. Vargas répondit une voix rauque. « Martin, j'ai besoin d'une grande faveur. » Martin Ruiz était un ancien chef de la sécurité dans l'un des complexes d'Alejandro. Une vieille connaissance qui avait pris sa retraite, mais son réseau de contacts allait des détectives aux sociétés de sécurité d'entreprise. Ils se rencontrèrent dans un café modeste, loin du manoir, et la conversation fut courte et directe. Alejandro tendit la photo sur la table. « Je veux savoir qui sont ces deux hommes et cet enfant, » dit-il. « Tout, les noms, les antécédents, les liens, tout ce que tu peux trouver. » Martin regarda la photo attentivement, son regard s'attardant sur Camilla. « Je la connais, dit-il. Je ne sais juste pas ce qu'elle faisait avec eux. » Il hocha la tête sans poser de questions. « Donne-moi quelques jours, n'en discutons pas au téléphone, dit-il. Je te contacterai moi-même. » Pendant les 72 heures qui suivirent, Alejandro vécut dans un silence tendu. Camilla semblait un peu plus douce, plus flexible, mais il savait que ce n'était qu'un masque. Chaque sourire et chaque gentillesse étaient un rappel qu'il ne pouvait pas se détendre. L'appel arriva un jeudi soir. « J'ai quelque chose, » dit Martin fermement. « Et la nouvelle n'est pas bonne. » Ils se rencontrèrent au même café. Cette fois, Martin apporta un dossier. Sur les premières pages se trouvait une photo récente de l'homme en costume. « C'est Roberto Agnès, un entrepreneur, » dit Martin. Il y a 5 ans, son fils de 8 ans a soudainement perdu la mobilité de la partie inférieure de son corps. Le cas était mystérieux. Les médecins ne trouvèrent d'or pas de cause. Peu de temps après, la mère du garçon a divorcé et a disparu. Alejandro sursauta. Martin feuilleta le dossier jusqu'à la photo du second homme. « C'est Esteban Cruz, un avocat de haut rang, » dit-il. L'histoire est similaire. Son neveu, qui séjournait chez lui, est soudainement tombé malade d'une maladie dégénérative et a été envoyé dans une clinique privée. Alejandro serra la mâchoire. « Tant. Et le garçon sur la photo ?» Martin secoua la tête. « Je ne l'ai pas encore identifié, mais j'ai trouvé ceci. » Il sortit une autre feuille. Tant Agnès que Cruz figurait sur la liste des invités d'un événement caritatif il y a 7 ans. « Et devine qui d'autre était là ?» demanda Martin. Alejandro prit la feuille. C'était une coupure de journal. Dans le coin inférieur, vêtue d'une élégante robe noire, se tenait Camilla, souriante, un verre à la main. L'air dans le café devint plus épais. Alejandro resta silencieux, traitant l'information. Ce n'était pas seulement une coïncidence, c'était un schéma.
Des hommes avec des ressources, un mineur sous leur garde qui devenait invalide dans des circonstances tant suspectes, et Camilla était toujours présente. Martin le regarda sérieusement. « Si tu comptes continuer cela, tu ferais mieux d'être très prudent, dit-il. Ces liens ne sont pas aléatoires, et elle n'agit pas seule. » Alejandro hocha la tête, mit les documents dans une enveloppe et les fourra sous son bras. De retour au manoir, il traversa le hall d'un pas contrôlé, conscient que chaque geste devait sembler normal. Depuis le salon, la voix de Camilla l'appela d'un ton léger. « Tu arrives juste à temps pour le dîner, » dit-elle. Alejandro sourit mécaniquement et s'approcha. Mais en s'asseyant à table, l'enveloppe dans sa veste pesait comme du plomb. Il avait maintenant la preuve qu'il n'était pas paranoïaque. Ce qu'il avait découvert faisait partie de quelque chose de beaucoup plus grand et de plus sombre. Le matin commença avec un silence trompeur, presque artificiel. Alejandro était dans son bureau, passant en revue des rapports qui ne parvenaient pas à retenir son attention. De là, l'écho lointain de la routine domestique lui parvenait comme un murmure. Le bruit de la vaisselle dans la cuisine, des pas doux montant et descendant les escaliers, la musique discrète d'un dessin animé dans la chambre de Matteo. Tout semblait normal jusqu'à ce que soudain, un silence s'installe. Ce n'était pas le calme habituel d'une grande maison, mais un calme tendu qui semblait attendre quelque chose. Alejandro posa son stylo sur le bureau et sortit dans le couloir. En montant les escaliers, un court gémissement étouffé l'arrêta. Il poussa la porte de la chambre et le trouva. Matteo gisait, pâle, avec des lèvres légèrement sèches et des cheveux collés à son front par une fine couche de sueur. Sa respiration était irrégulière, et chaque souffle semblait être un effort. « Matteo, dit Alejandro, se précipitant vers lui et posant sa main sur son front. « Tu es brûlant, mon fils. » Le garçon ouvrit les yeux, juste assez pour le regarder, marmonna quelque chose d'inintelligible et les referma. La chaleur émanant de sa peau confirmait qu'il avait une forte fièvre. Camilla se tenait à proximité avec une expression soigneusement calibrée, une inquiétude visible, mais pas d'alarme. « Il est comme ça depuis hier soir, dit-elle. Ne t'inquiète pas, c'est normal. Le corps se débarrasse des toxines. » Alejandro la regarda avec méfiance. « Ce n'est pas normal, dit-il. Il a une forte fièvre et il peut à peine rester réveillé. »« Ne sois pas si dramatique, Alejandro. Je vais le surveiller de près, et dans quelques heures, il ira mieux, répondit-elle avec une douceur qui sonnait plus comme du contrôle que du calme. Il n'allait pas discuter. Il fit demi-tour et redescendit dans son bureau, sortit son téléphone et composa le numéro de Valeria. « J'ai besoin que tu viennes tout de suite, dit-il sans préambule. Matteo ne va pas bien. » 15 minutes plus tard, le pédiatre montait les escaliers d'un pas rapide, portant sa mallette. Elle salua brièvement Camilla et se pencha vers Matteo, parlant d'une voix douce. « Salut, champion. Voyons ce qui se passe avec toi. » Elle prit sa température, 39 degrés Celsius, vérifia ses réflexes, mesura sa tension artérielle et écouta son cœur et ses poumons, notant mentalement chaque réaction et chaque geste. « Et crontez-les down. A-t-il mangé quelque chose de différent au cours des dernières 24 heures ?» demanda-t-elle sans quitter Matteo des yeux. « Non, répondit immédiatement Alejandro. La même chose que d'habitude, intervint Camilla. De la soupe de légumes, une infusion et du jus naturel. Valeria ne fit aucun commentaire, mais son regard s'endurcit. Elle s'éloigna de quelques pas avec Alejandro dans le couloir. « C'est une fièvre inhabituelle, dit-elle doucement. La somnolence, la faiblesse musculaire, la couleur de la peau, j'ai besoin de faire des tests plus approfondis. »« Quel type de test ?» demanda-t-il. Un panel toxicologique complet, des tests de fonction hépatique et rénale, plus quelques études neurologiques, dit-elle. S'il y a un agent externe qui affecte son corps, cela apparaîtra là-dedans. Alejandro se sentit glacé. Des empoisonnements ? Oui, à long terme, dit-elle. Je ne parle pas de quelque chose qui arrive en un jour. C'est le résultat de semaines, peut-être de mois. Ils restèrent silencieux. Valeria comprit que l'affaire était grave, même si Alejandro n'avait pas révélé les détails. « Peux-tu le confirmer ?» demanda-t-il. « Je dois prendre des échantillons et les envoyer à un laboratoire fiable, dit-elle. Et je répète, si tu veux que Camilla ne le sache pas, tout doit être fait très prudemment. » Alejandro hocha la tête. « Je ne veux pas qu'elle se doute de quoi que ce soit. Pas encore. » Valeria prit une profonde inspiration. « D'accord, arrange une rencontre pour qu'elle ne soit pas présente. J'apporterai tout pour les analyses et je dirai que c'est un contrôle de routine. » Avant de partir, elle le prévint. « Si j'ai raison, Alejandro, Matteo n'est pas simplement malade, on le rend malade. » Lorsque la porte se referma derrière Valeria, Alejandro sentit que la maison était devenue plus froide. Tout n'était plus de vagues soupçons.
Il y avait maintenant des signes médicaux pointant vers quelque chose de beaucoup plus sinistre. Et toute erreur pourrait immédiatement mettre Matteo en danger. Le jour suivant se leva gris et humide, comme si la météo savait que quelque chose de lourd était sur le point d'être révélé. Alejandro avait passé la nuit à entrer et sortir de la chambre de Matteo, vérifiant sa température toutes les heures, surveillant sa respiration. La température avait légèrement baissé avec des compresses froides, mais le garçon restait faible et somnolent, avec des paupières lourdes comme s'il portait des pierres. Le son du téléphone rompit le silence. Il était 9 heures du matin. Alejandro décrocha immédiatement. « C'est moi ». La voix de Valeria sonnait plus sérieuse que d'habitude. « J'ai les résultats. » Il sentit son estomac se serrer. « Dis-moi, dit-il. Pas au téléphone, nous devons nous rencontrer. » Ils convinrent de se rencontrer dans un petit bureau que Valeria utilisait en dehors de l'hôpital, un endroit discret, sans personnel ni patient ce jour-là. Alejandro laissa des instructions claires à la mère de Diego de ne pas quitter Matteo une seule seconde. Camila, lui dit-elle, était sortie chercher des herbes spéciales. Le trajet jusqu'au bureau parut interminable. À son arrivée, Valeria l'attendait déjà avec une chemise sur la table. Son expression ne laissait aucun doute. Ce qu'elle était sur le point de dire ne serait pas facile à entendre. « Alejandro », commença-t-elle en ouvrant la chemise. « Les tests sont concluants. Le sang et l'urine de Matteo montrent des niveaux constants d'un myorelaxant couramment utilisé en médecine vétérinaire. » L'air devint épais. « Tu es sûr ?» demanda-t-il. « Absolument, dit-elle. Ce n'est pas une erreur de laboratoire. La concentration que nous avons trouvée n'aurait pas pu provenir d'un accident ou d'un contact accidentel. C'est le résultat d'une administration continue et contrôlée. » Alejandro posa ses mains sur la table. « Qu'est-ce qu'elle est en train de lui faire exactement ?» demanda-t-il. « Ce type de composé supprime le système nerveux et la fonction musculaire, expliqua-t-elle. À des doses à long terme, comme celles que nous avons trouvées, il provoque une faiblesse progressive, une perte de mobilité, et si cela continue, cela peut affecter les organes vitaux. » Les mots « dose à long terme » résonnèrent dans son esprit comme des coups de marteau. C'était la confirmation qu'il craignait et, en même temps, dont il avait besoin. Valeria le regarda sérieusement. « Cela n'a pas commencé hier, dit-elle. À en juger par les niveaux, il en reçoit de petites quantités depuis des semaines, peut-être des mois. C'est exactement la période qui coïncide avec la perte de mobilité que tu as mentionnée. » Alejandro sentit un nœud dans sa gorge. Tout ce qu'il avait vu, les soupçons de Diego, les flacons dans la salle de thérapie, le comportement de Camila, tout s'assemblait en une image aussi claire qu'insupportable. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda-t-il, contrôlant sa fureur. « Premièrement, nous devons arrêter immédiatement l'exposition, dit-elle. Deuxièmement, nous devons commencer un processus contrôlé de détoxification et de rééducation. Et troisièmement... » Valeria fit une pause. « Alejandro, c'est un crime grave. Tu ne peux pas gérer cela seul. » Il se pencha vers elle. « Non, je ne la laisserai pas rester près de mon fils, mais j'ai besoin de preuves solides avant d'agir, pour qu'elle ne puisse pas le nier ou s'en sortir. » Valeria hocha la tête. « Avec les résultats que j'ai, nous pouvons déjà documenter le cas, » dit-elle. « Je garderai des copies dans un endroit sûr et t'en donnerai une aussi. Mais sois prudent. Si cette personne se doute que tu connais la vérité, elle pourrait essayer de faire quelque chose de plus grave. » Alejandro prit l'enveloppe contenant les copies des analyses. Son poids dans ses mains était significatif. Ce n'était pas juste du papier. C'était la certitude que son fils était lentement empoisonné et la responsabilité de faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. En retournant au manoir, il s'arrêta quelques minutes dans la voiture, garée devant l'entrée. À travers la vitre, il vit Camila traverser le hall, parlant au téléphone, souriante. Cette scène si banale lui semblait désormais un masque parfaitement répété pour cacher ce qu'elle était réellement. Il pressa l'enveloppe contre le siège. Le temps pour les mouvements prudents approchait de sa limite. Alejandro savait qu'à partir du moment où il avait quitté le bureau de Valeria avec l'enveloppe d'analyse, chaque geste, chaque mot et chaque silence devant Camila devaient être calculés. Il ne pouvait pas montrer le moindre signe qu'il connaissait la vérité. Si elle découvrait une fissure dans son jeu, la situation pourrait devenir imprévisible. Quand il entra dans le manoir ce soir-là, Camila était dans le salon, feuilletant un magazine, les jambes croisées, une tasse de thé fumante sur la table. Elle leva les yeux et sourit. « Je suis arrivée tôt », a-t-elle commenté. « Matteo est dans sa chambre en train de regarder des dessins animés. »« Parfait », a répondu Alejandro avec un calme de façade. « C'est l'occasion de passer du temps avec lui. » Il a monté les escaliers d'un pas tranquille. Dans le couloir, il a croisé Diego qui portait une pile de linge propre. Alejandro lui a discrètement fait signe de s'arrêter un instant. «
J'ai besoin que tu m'aides pour quelque chose, a-t-il chuchoté. Ne le dis à personne, même pas à ta mère. Diego a immédiatement hoché la tête avec le sérieux de quelqu'un qui comprenait l'importance de la requête. Alejandro a continué jusqu'à son bureau où il a rangé l'enveloppe contenant les résultats d'analyse dans un tiroir verrouillé. Ensuite, expliquant, il a ouvert une petite mallette qu'il avait apportée ce matin-là. À l'intérieur se trouvaient divers appareils d'enregistrement, des caméras miniatures et des capteurs de mouvement. Cette nuit-là, après le dîner, il a attendu que Camila se rende dans sa chambre pour installer le premier appareil. Il a placé le plus important dans la cuisine, à un angle qui couvrait le plan de travail et la table où Camila préparait habituellement la nourriture et les boissons pour Matteo. Le deuxième, il l'a caché sur une étagère haute dans la salle de thérapie, camouflée parmi des flacons et des boîtes. Le troisième, elle a été installé dans la salle à manger, orientée vers l'endroit où Camila utilisait souvent son téléphone. Les jours suivants ont été un test de maîtrise de soi. À table, Alejandro maintenait une conversation légère, posant des questions sur les plantes du jardin, sur les herbes que Camila prétendait acheter ou sur le dernier livre qu'elle disait lire. Il écoutait, souriait et faisait même de petits commentaires pour montrer son intérêt. Pendant ce temps, chaque nuit, il examinait le matériel enregistré dans son bureau. La troisième nuit, il a obtenu ce qu'il cherchait. La vidéo de la cuisine montrait Camila versant un liquide transparent d'un petit flacon dans un verre de jus. Elle ne regardait pas autour d'elle. Son geste était mécanique comme celui de quelqu'un qui a répété une routine si souvent qu'il ne ressent plus le besoin d'observer. Alejandro a arrêté la vidéo, l'a rembobinée de quelques minutes et l'a vu placer le verre sur un plateau avec des biscuits avant de sortir du champ. Dans un autre enregistrement, celui de la salle à manger, Camila était assise avec le téléphone à l'oreille. « La dose d'aujourd'hui était complète », disait-elle d'une voix basse mais claire. « Non, il n'a montré aucune résistance. Oui, je le maintiens au même niveau. » Il y a eu une pause et son expression a changé en un bref sourire. « Je comprends. Le moment venu, je ferai l'ajustement. » Elle a raccroché et a recommencé à feuilleter un magazine comme si de rien n'était. Alejandro a rembobiné la vidéo, a réécouté et a mémorisé chaque mot. Il ne savait pas qui était au bout du fil, mais il ne faisait aucun doute qu'elle n'agissait pas seule. Il a sauvegardé des copies sur un disque dur externe et il l'a caché dans un endroit sûr hors de la maison. Quand il était retourné au salon, Camila préparait du thé, a levé les yeux et lui a souri. « Tu en veux une tasse ?»« Bien sûr, » a-t-il répondu de sa voix toujours aussi calme. En la regardant verser l'eau chaude sur les feuilles, il savait que le véritable jeu ne faisait que commencer et que pour gagner, il devrait continuer à jouer ce jeu de masque, sans la laisser soupçonner qu'elle était déjà en train de perdre. La journée s'est déroulée avec une sérénité calculée. Camila a passé la majeure partie de la journée à se déplacer entre la cuisine et le jardin, toujours avec Matteo à ses côtés, contrôlant les moindres détails de sa routine. Alejandro l'observait de temps en temps depuis le couloir ou à travers le reflet des fenêtres, gardant la même expression détendue et cordiale qu'il avait adoptée depuis qu'il connaissait la vérité. La normalité était désormais son déguisement nécessaire. Dans le bureau, le tic-tac de l'horloge murale marquait un rythme lent, presque hypnotique. Alejandro était en train de revoir des papiers lorsqu'il a entendu 3 coups rapides à la porte. « Entrez !» Diego est entré et a fermé la porte derrière lui d'un geste précipité, comme s'il craignait que quelqu'un ne le voie. Sa respiration était haletante et ses yeux grands ouverts. « Monsieur, a-t-il chuchoté, je viens d'entendre quelque chose que je pense que vous devriez savoir. » Alejandro a posé son stylo et s'est penché vers lui. « Raconte-moi exactement ce qui s'est passé. » Je portais des serviettes propres à la chambre d'amis quand je suis passé devant la chambre de Señora Camila. La porte était entr'ouverte. Je pouvais l'entendre parler au téléphone. Je suis resté immobile parce que ce qu'elle a dit m'a paru étrange. Alejandro est resté silencieux, permettant au garçon de continuer. Elle a dit « La dose finale devrait être ce week-end ». Elle a dit exactement cela. Puis elle s'est tue, comme si elle écoutait l'autre personne. Ensuite, elle a répondu que oui, qu'il n'y aurait pas de problème parce que vous seriez occupé. Les mots sont restés en suspens entre eux deux. Alejandro a senti un frisson lui parcourir la nuque. « As-tu entendu un nom ? Un indice sur l'identité de cette personne ? » « Non, mais quand elle s'est déplacée dans la pièce, j'ai vu un numéro apparaître sur l'écran du téléphone. Je l'ai mémorisé par cœur. »« Es-tu sûr de l'avoir bien mémorisé ?» a demandé Alejandro, surpris par la rapidité du garçon. « Oui, monsieur. Je l'ai répété plusieurs fois dans ma tête jusqu'à ce que j'arrive ici. » Diego a lentement dicté les chiffres, s'assurant de ne pas se tromper.
Alejandro les a notés sur une feuille, l'a pliée et l'a cachée dans un tiroir qu'il a verrouillé. « Tu as très bien agi, Diego, a-t-il dit d'un ton ferme et reconnaissant. Mais écoute, il ne faut en parler à personne, même pas à ta mère. » Le garçon a hoché la tête sérieusement, comprenant l'importance de l'avertissement. Puis il a quitté le bureau, fermant la porte doucement. Alejandro était resté un instant, fixant le papier plié. Il savait que ce n'était pas un numéro de maison ordinaire. Il ne l'avait pas vu dans les registres téléphoniques et il n'était enregistré dans aucun des contacts. Tout indiquait que c'était un numéro difficile à tracer, probablement prépayé. Il a sorti son téléphone personnel, celui qu'il n'utilisait pas pour les affaires de l'entreprise, et a composé le numéro de Martin Ruiz, son contact de confiance dans la sécurité privée. La voix grave de Martin a répondu à la deuxième sonnerie. « Vargas, j'ai un numéro », a dit Alejandro, sa voix plus sèche qu'il ne l'avait prévu. « J'ai besoin de savoir à qui il appartient et toute information que tu peux obtenir. C'est urgent. »« Envoie-le-moi », a répondu Martin, sans demander d'explication. « Je te ferai savoir dès que j'aurai quelque chose. » Alejandro a raccroché et a rangé son téléphone. Il s'est approché de la fenêtre de son bureau et a vu Camila traverser le jardin à travers la vitre. Elle tenait le téléphone dans sa main et souriait en parlant. Cette scène aurait semblé inoffensive pour n'importe qui, mais maintenant il la voyait comme un rôle soigneusement exécuté. Une façade derrière laquelle quelque chose de définitif et de dangereux était planifié. Le reste de la journée s'est déroulé dans une normalité étudiée. Au dîner, Alejandro a parlé de choses futiles. La météo, le menu, un éventuel voyage d'affaires. Camila a répondu naturellement, bien que son regard se posait de manière inquiétante sur Matteo. Alejandro a joué son rôle à la perfection, mais intérieurement, il avait déjà pris sa décision. Ce numéro de téléphone était un fil direct vers l'autre côté du jeu. Et maintenant, pour la première fois, il sentait qu'il tenait la corde qu'il pouvait commencer à tirer pour découvrir qui était derrière tout cela, avant que la dose finale ne devienne une menace irréversible. La nuit précédente avait été longue. Alejandro était resté dans la pénombre de son bureau longtemps après que le reste de la maison se soit tu. Sur le bureau, il y avait 3 objets, qui étaient maintenant des éléments clés, une clé USB avec les vidéos des caméras cachées, la feuille de papier avec le numéro de téléphone que Diego avait mémorisé, et une vieille photo trouvée dans la bibliothèque. Il savait que chacun de ces objets était un pas de plus vers la dénonciation de Camila, mais aussi une menace cachée si elle découvrait sans qu'il les possédait. Il a décidé d'agir immédiatement. À 12h17, il a envoyé un message crypté à Martin. « J'ai besoin de te voir. Demain. Active B. » La réponse est arrivée 1 minute plus tard. 9h, le café habituel. Ce petit café, un peu caché dans une rue pavée du vieux quartier, lui avait toujours semblé être un bon endroit pour avoir des conversations sans éveiller les soupçons. Les tables en bois sombre, l'arôme du café fraîchement moulu et le bourdonnement discret des clients en faisaient un refuge où les conversations se perdaient au milieu des bruits des tasses et des cuillères. Alejandro est arrivé avant tout le monde. Il portait une mallette noire et banale contenant tout ce qu'il avait rassemblé jusque-là. En attendant, il regardait par la fenêtre la rue tranquille, pensant à la façon dont chaque pas devait être fait avec une précision chirurgicale. Martin est arrivé à l'heure dans son manteau gris et avec une chemise sous le bras. Il était accompagné du regard de quelqu'un habitué à voir le pire chez les gens sans en être surpris. Un peu plus tard, la porte du café s'est rouverte. Le docteur Valeria est entré, vêtu de façon modeste, sans maquillage excessif et avec une mallette médicale sous le bras. Ils se sont salués d'une courte poignée de main et ont pris place dans un coin éloigné. « Nous devons agir maintenant », a commencé Alejandro sans détour. Il a ouvert la mallette et a posé sur la table la clé USB et une copie de la feuille avec le numéro de téléphone. Valeria l'a regardé avec un sérieux qu'elle n'a pas cherché à dissimuler. « Qu'as-tu découvert, Martin ?» L'enquêteur a sorti quelques papiers de sa chemise. Le numéro appartient à une ligne prépayée, il n'est pas répertorié dans les registres des clients habituels et est lié à des appels réguliers vers 2 autres numéros similaires. Ce type de schéma n'est pas pour un usage personnel, c'est pour la coordination. C'est un réseau qui communique sans laisser de traces. Cela correspond à ce que nous avons vu dans la vidéo, a déclaré Alejandro en poussant la clé USB vers Martin. Fantrosnis, quand tout est là. Camila manipule la nourriture, mesure les doses et parle au téléphone de ce qui est clairement un plan. Valeria, qui avait déjà examiné une partie du matériel quelques jours auparavant, s'est penchée en avant. Cela nous donne quelque chose de substantiel, mais ce n'est pas suffisant pour en finir avec elle. Si nous la prenons en flagrant délit, elle n'aura aucune issue.
Martin s'est installé dans son fauteuil et a parlé calmement. Nous pouvons la provoquer, créer une situation qui la force à agir en pensant qu'elle n'est pas observée. Mais cela doit être fait de manière contrôlée, avec Matteo hors de danger. Alejandro a hoché la tête. Une fausse absence. Je vais lui faire croire que je dois partir en urgence pour un voyage d'affaires. Si elle pense que je suis parti et que Matteo sera seul avec elle, elle essaiera probablement de lui donner la prochaine dose. Valeria est intervenue. Je serai à l'intérieur de la maison, à un endroit où elle ne pourra ni me voir, ni m'entendre. Dès que je la verrai agir, j'interviendrai immédiatement. Nous ne pouvons pas la laisser donner quoi que ce soit à Matteo. Martin a ajouté « Je vais placer 2 membres de mon équipe pour surveiller les accès à la maison. Nous installerons également quelques caméras supplémentaires pour couvrir les angles morts. Si elle essaie de s'échapper, nous l'arrêterons avant qu'elle n'atteigne la porte principale ou les issues de secours. » Le trio a passé l'heure suivante à peaufiner chaque détail. L'heure exacte à laquelle Alejandro quitterait la maison, l'endroit où Valeria se positionnerait pour avoir une vue directe sur la chambre de Matteo sans être détectée. L'emplacement des voitures de l'équipe de Martin pour ne pas éveiller les soupçons. Le signal que Valeria donnerait pour initier l'intervention. Alejandro a revu le plan une dernière fois, cherchant des failles. Le plus important, c'est qu'elle ne se doute de rien. Si elle se doute de quelque chose, elle pourrait reporter ou changer sa méthode, et cela nous laisserait au même point qu'aujourd'hui. Avant de se lever, Martin a pris la clé USB et Valeria a rangé la copie du plan d'action dans sa mallette médicale. L'attention était palpable, mais la détermination aussi. Ce soir-là au dîner, Alejandro a parlé naturellement, comme si rien n'avait changé. Entre un commentaire sur le temps et des anecdotes de bureau, il a glissé l'information. « Demain, je dois partir tôt pour voir un client à l'étranger. Je ne sais pas si je serai de retour avant la nuit. » Camila l'a regardé d'un air neutre, bien que ses yeux aient semblé s'éclairer un instant. « Je comprends, Matteo et moi irons bien. » Cette simple réponse a donné à Alejandro le sentiment que le premier domino était tombé. Le suivant serait le moment où elle croirait qu'elle était seule et pouvait agir en toute sécurité. Le matin de l'opération a commencé avec un ciel clair et un air froid qui semblait annoncer quelque chose. Alejandro s'est levé avant l'aube, non par habitude, mais parce qu'il avait à peine dormi. Il s'est habillé calmement, ses mouvements mesurés, et quand il est descendu à la cuisine, il a trouvé Camila en train de préparer le petit déjeuner. « Ce sera une longue journée pour moi aujourd'hui », a-t-il commenté en se versant du café. « Je dois partir après le déjeuner, et je ne sais pas si je serai de retour avant la nuit. » Elle l'a regardé avec compréhension et a souri. « Ne t'inquiète pas, tout ira bien ici. » Cette simple phrase avait un autre poids pour Alejandro. Maintenant, en sirotant son café, il répétait mentalement la chorégraphie qu'ils avaient répétée la veille. Valeria était déjà installée dans la pièce latérale avec une vue partielle sur la chambre de Matteo, et l'équipe de Martin avait placé les caméras et les appareils supplémentaires dans la cuisine et le couloir. 2 agents de soutien restaient dans des voitures discrètes garées à un demi-pâté de maison, prêts à intervenir dès qu'ils recevraient le signal. Le déjeuner s'est déroulé sans incident. Alejandro s'est levé, a examiné des documents dans son bureau et a dit au revoir naturellement peu après 14 heures. Le son du moteur de sa voiture s'éloignant faisait partie de la ruse. Quelques mètres plus loin, il a tourné dans une rue latérale et s'est garé dans une position d'où il pouvait recevoir le signal des équipes et intervenir en quelques secondes. À l'intérieur de la maison, tout semblait suivre son cours habituel. Matteo était dans sa chambre, regardant sa série préférée. Alors que Diego aidait dans la cuisine, Camila, avec sa démarche mesurée, a rassemblé divers ingrédients sur la table. Une soupe déjà prête dans une petite casserole, un bol, une cuillère et une carafe de jus. Diego, suivant les instructions d'Alejandro, a fait semblant d'aller chercher un torchon propre dans la buanderie, mais a laissé son téléphone en mode enregistrement sur une étagère avec une vue directe sur la table. Son cœur battait si vite qu'il sentait que le son pourrait le trahir. Camila a sorti un petit flacon en verre et une fine seringue de la poche de sa robe de chambre. Sans regarder autour d'elle, elle a aspiré le liquide transparent et, d'un geste précis, l'a versé dans la soupe. Elle a remué lentement, s'assurant que tout était complètement mélangé. Ensuite, elle a rangé le flacon dans sa poche et a placé le bol sur un plateau à côté du jus. Diego, depuis le couloir, a tout capturé en vidéo. Sa respiration était si contenue qu'il avait mal à la poitrine. Il bougeait à peine pendant que Camila, satisfaite, se dirigeait vers la chambre de Matteo avec le plateau dans les mains. C'est alors que la voix de Valeria a retenti à travers le dispositif d'interphone que portait Martin. « Confirmé, elle administre la substance. Agissez. »
En quelques secondes, le portail principal s'est ouvert avec un bruit sec. Alejandro est entré, accompagné de 2 policiers et de Martin. Les pas ont résonné dans le couloir comme une condamnation. Camila, surprise, s'est tournée vers eux, le bol toujours dans les mains. « Qu'est-ce que cela signifie ?» a-t-elle crié, essayant de garder son calme. Alejandro s'est approché et, sans la quitter des yeux, il a pris le plateau et l'a posé sur la table la plus proche, tandis que l'un des agents saisissait le flacon trouvé dans sa poche. Donc, sans alertarias, cela signifie que tout est fini, a-t-il dit avec une dureté glaciale. Les policiers lui ont lu ses droits pendant que Marty mettait le flacon dans un sac de preuves. Diego est apparu dans le couloir, son téléphone toujours à la main, et l'a tendu à Alejandro. Tout est enregistré, a-t-il chuchoté. Camila, se voyant encerclée, a laissé tomber son masque de calme. Son regard s'est durci et ses lèvres se sont plissées en un court sourire sans joie. « Tu crois avoir gagné ?» a-t-elle murmuré. « Mais ça ne s'arrête pas là. » Alejandro n'a pas répondu. Il l'a regardé se faire escorter vers la sortie, comprenant que cette menace pouvait signifier beaucoup plus que ce qu'il semblait. Dès que la voiture de police était partie, Valeria a rapidement examiné Matteo et a confirmé qu'il n'avait rien ingéré. Pour la première fois depuis des semaines, Alejandro s'est permis de pousser un long soupir, mais la tension ne s'était toujours pas dissipée. Il venait de faire un pas décisif dans une partie qui, il le savait, n'était pas encore terminée. L'air à l'intérieur du manoir était tendu. Camila, toujours entourée de 2 agents, marchait d'un pas raide vers la sortie principale. Alejandro la suivait à une distance prudente, gardant les yeux sur ses mains, comprenant que tout mouvement brusque pouvait signifier une tentative désespérée. Lorsqu'ils ont atteint le hall, l'un des policiers s'est tourné pour ouvrir la porte. C'est à ce moment précis que Camila a agi. D'un mouvement rapide, elle a poussé l'un des agents et a couru vers le côté gauche de la propriété. Ses chaussures ont claqué bruyamment sur le sol en pierre pendant que sa robe de chambre flottait comme une ombre blanche dans sa fuite. « Arrêtez-la !» a crié l'autre agent, courant derrière elle. Depuis l'arrière, Diego a entendu un vacarme et a regardé juste à temps pour la voir tourner le coin vers le portail latéral. Sans réfléchir, il a couru vers le panneau de contrôle de sécurité. Ses doigts ont glissé sur les boutons, activant le système de fermeture automatique des portails du périmètre. Le son métallique du mécanisme a retenti dans toute la propriété. Un bruit sourd suivi d'un ronflement électrique. En quelques secondes, les lourdes portes du portail latéral sont descendues et se sont mises en place avec un claquement sec. Camila est arrivée juste à temps pour voir la voie de son évasion se refermer devant elle. Elle a frappé le métal des 2 mains, s'est retournée et a vu les agents qui couraient dansant vers elle. Le premier l'a saisie par le bras, mais elle s'est débattue avec une force inattendue, criant des mots fragmentés. « Vous ne comprenez rien, je ne suis pas seule », a-t-elle hurlé en essayant de se libérer. Le deuxième agent lui a mis les menottes, s'assurant de la tenir fermement par les épaules. Alejandro est arrivé à ce moment, haletant de sa course, et s'est arrêté à quelques pas. « Qu'est-ce que tu veux dire par « tu n'es pas seule » a-t-il demandé, gardant sa voix ferme. Camila a tourné la tête vers lui avec un sourire tordu. « C'est plus que ce que tu peux imaginer, mais tu n'auras pas le temps de tout savoir. » L'un des policiers l'a exhortée à se diriger vers la voiture. Pendant qu'elle était escortée, elle a marmonné des noms et un lieu entre des phrases fragmentées. Alejandro, qui marchait assez près, a réussi à saisir 2 noms complets et une ville. Martin, qui était arrivé sur les lieux et s'était assuré que la zone était sous contrôle, a sorti son téléphone et a commencé à enregistrer chaque mot qui sortait de sa bouche. Dans la lutte, Camila a essayé de s'arrêter, mais les agents l'ont forcée à continuer. « Ils viendront vous chercher », a-t-elle réussi à crier avant d'être poussée doucement sur la banquette arrière de la voiture de patrouille. Le portail principal s'est ouvert et la voiture de police s'est éloignée lentement. Alejandro est resté debout sur l'allée, regardant la silhouette de Camila disparaître derrière le reflet des lumières bleues clignotantes. À côté de lui, Diego a expiré l'air qu'il avait retenu. « Elle ne s'est pas échappée », a-t-il dit presque comme une confirmation à lui-même. Alejandro lui a posé une main sur l'épaule. « Aujourd'hui, tu as fermé plus qu'un portail, Diego. » Alors que le silence revenait progressivement sur la propriété, Alejandro et Marty ont échangé un regard. Ils avaient des noms, une preuve et une certitude. Ce que Camila avait laissé entendre n'était pas une menace vide. Ce qui se cachait derrière pouvait être encore plus dangereux que ce qu'ils venaient d'affronter. L'aube a apporté un silence lourd, rompu uniquement par le son constant du téléphone d'Alejandro. C'était un des appels inhabituels. Chaque vibration correspondait à des messages cryptés de Martin ou à des notifications sur l'avancement des opérations. Il avait peu dormi et pourtant son esprit était plus alerte que jamais. L'adrénaline le maintenait éveillé.
À 7 heures du matin, le premier message de Martin est apparu à l'écran. Non, confirmé, toutes les équipes en position. Mandat consigné. C'est le jour J. Alejandro a répondu par un « compris » sobre et s'est dirigé vers son bureau. Là, sur le bureau, il avait préparé depuis la veille tout ce qu'il transmettrait aux autorités. Des dossiers classés par date, des copies imprimées et numériques, des photos, des enregistrements d'appels, des captures d'écran et une carte mémoire avec les enregistrements clés. À 9 heures du matin, le commissaire Ramirez est arrivé au manoir, accompagné de l'officier Hernandez, un spécialiste du crime organisé. Les deux sont entrés d'un pas ferme, mais avec la prudence que l'affaire exigeait. Alejandro les a conduits directement au bureau. « Voici tout », a-t-il dit en désignant la boîte d'archives qu'il avait posée sur la table. Les preuves matérielles, les copies numériques et une liste détaillée de chaque élément, y compris le témoignage du docteur Valeria, les enregistrements de mon service de sécurité et la transcription de la conversation qu'a entendue Diego. Ramirez a examiné le dossier principal, hochant la tête en silence. Avec ça, nous pouvons les attaquer avec force. Ce matin, des mandats d'arrêt ont été émis pour 4 personnes directement liées à Camila. Nous en avons 2 autres sous enquête, et d'autres pourraient en s'ajouter à mesure que nous examinerons ce que vous nous avez donné. Pendant que les derniers détails juridiques se finalisaient qu'entre eux dans le bureau, l'opération a commencé dans différentes parties du pays. Dans la capitale, une équipe tactique a fait irruption dans un appartement de luxe au 7e étage où ils ont arrêté un homme identifié comme l'intermédiaire financier du réseau. Dans le nord, des agents ont encerclé une ferme isolée qui servait d'entrepôt et de laboratoire improvisé pour les substances utilisées. Sur la côte, une femme à l'allure élégante a été arrêtée en plein milieu d'un café. Des témoins l'ont décrite comme imperturbable alors qu'elle était escortée vers la voiture de police. Martin, qui coordonnait les communications depuis un point de relais, envoyait des résumés rapides à Alejandro. Cible insécurisée, documents trouvés avec des noms supplémentaires. Cible 2 détenus. Substance côte saisie. La côte est prête, 3e arrestation confirmée. Chaque message était un coup précis porté à la structure qui avait mis en danger la vie de Matteo. À la mi-journée, les premières fuites ont atteint les médias. Les chaînes nationales ont interrompu leur programme pour annoncer qu'un réseau criminel opérant dans plusieurs provinces, spécialisé dans l'incapacitation des héritiers cheminots de familles riches, a été démantelé. Les images montraient des boîtes de preuves, du matériel de laboratoire confisqué et des voitures de police quittant les propriétés fouillées. Les visages étaient un peu floutés, mais Alejandro savait qui ils étaient. Depuis le salon, il regardait l'émission, la télécommande à la main. Diego, assis à côté de lui, a demandé avec prudence « C'est ce qu'ils ont fait à Matteo ? C'est ce que nous avons fait pour que personne d'autre n'ait à subir la même chose », a répondu Alejandro, ne quittant pas l'écran des yeux. Le docteur Valeria est arrivé dans l'après-midi avec un dossier sous le bras. « Toutes les analyses sont déjà à la disposition du parquet », a-t-elle rapporté. Les composés trouvés chez Matteo correspondent à ceux découverts chez les autres mineurs. Dans des cas comme ceux-ci, il n'y a aucune possibilité pour qu'ils le nient. Le commissaire, toujours présent pour coordonner la chaîne de preuves, a confirmé que les audiences préliminaires commenceraient dans les jours à venir. Ce que vous avez remis nous a donné l'impulsion dont nous avions besoin. Cela aurait pu continuer pendant des années si ce n'était pas pour votre décision d'agir. Alejandro a hoché la tête, mais au fond de lui, il savait que la véritable satisfaction ne viendrait pas de voir les coupables menottés, mais de voir Matteo en bonne santé et à l'abri des menaces. Ce soir-là, la télévision rediffusait en boucle les images des opérations. Dehors, la ville continuait son rythme habituel, inconsciente du changement silencieux qui avait eu lieu. À l'étage, dans sa chambre, Matteo dormait profondément d'un souffle calme. Diego, dans un fauteuil près du lit, a levé les yeux quand Alejandro est entré. « Je pense que ce soir, nous allons vraiment pouvoir dormir », a-t-il dit d'une voix basse. Alejandro a souri légèrement et, pour la première fois depuis des semaines, il a senti que cette phrase pouvait être vraie. Le réseau s'effondrait par morceaux, et même s'il n'était pas encore temps de célébrer la victoire, au moins il ne se déplaçait plus dans l'ombre avec la même impunité. Le manoir avait changé. C'était la même structure imposante avec de hauts plafonds et de larges fenêtres. Mais l'air était différent. Il n'y avait plus cette sensation de surveillance constante, ni ce froid invisible que Camila avait laissé derrière elle. Maintenant, le silence n'était plus étouffant. C'était un silence calme, comme la pause nécessaire après une tempête. Matteo a passé les premières 48 heures à la clinique sous un protocole médical intensif. Le docteur Valeria a été catégorique.
Son corps devait être purifié avant toute autre intervention. La chambre était baignée d'une lumière douce et le bourdonnement constant des moniteurs accompagnait chaque respiration de l'enfant. Alejandro, installé dans un fauteuil près du lit, ne bougeait que pour se rapprocher lorsque Matteo ouvrait les yeux. « Je suis là », disait-il d'une voix basse chaque fois que le petit cherchait son regard. « Je ne te laisserai pas seul. » Le traitement a commencé par une hydratation constante par perfusion, des suppléments soigneusement dosés et des examens horaires pour mesurer sa tension, sa température et sa réponse neuromusculaire. Matteo parlait à peine, mais ses yeux suivaient attentivement chaque geste de son père. La première semaine a été lente. Il y a eu des jours où Alejandro sentait que le progrès était presque imperceptible, mais le docteur Valeria lui rappelait que dans de tels cas, chaque dixième d'amélioration comptait. Lorsque les analyses ont finalement montré une diminution notable des niveaux de toxines, Valeria a donné le feu vert pour la physiothérapie. Le matin du premier exercice, une spécialiste en réadaptation pédiatrique est entrée avec un ballon coloré et un tapis épais qu'elle a déroulé dans le coin de la chambre. « Aujourd'hui, on va faire en sorte que tes jambes se souviennent comment bouger », a-t-elle annoncé d'un ton joyeux. Matteo l'a regardé avec prudence, mais quand Alejandro a hoché légèrement la tête, il a accepté. Le garçon a essayé de placer ses pieds sur le tapis. Ses muscles ont répondu avec une rigidité, comme si chaque mouvement lui coûtait 2 fois plus cher qu'il n'aurait dû. La physiothérapeute l'encourageait patiemment, tandis qu'Alejandro se tenait à côté avec une petite serviette pour essuyer la sueur qui apparaissait rapidement sur son front. Comprenant que la convalescence serait longue, Alejandro a complètement réorganisé sa vie. Il a délégué des fonctions dans l'entreprise, a annulé des voyages et a transformé la pièce à côté de la chambre de Matteo en un bureau improvisé. Plus aucun emploi du temps n'était plus important que le tableau de progression de son fils. L'arrivée de Diego et de sa mère, Teresa, au manoir a marqué un autre changement significatif. Teresa, avec ses mains fermes et son regard calme, a pris en charge la cuisine. Chaque plat qui en sortait était conçu non seulement pour nourrir, mais aussi pour motiver Matteo à manger. Diego, quant à lui, est devenu une présence constante et stimulante. Il apportait des jeux de société, proposait de petites compétitions et se portait volontaire pour accompagner Matteo dans ses exercices presque naturellement. « Quand tout cela sera fini, » a dit Diego un après-midi alors qu'ils essayaient de faire un puzzle ensemble. « Nous courons dans le jardin et cette fois, tu vas gagner. » Le rire de Matteo, bien que bref, a rempli la pièce et a résonné dans le couloir. Alejandro, qui examinait des documents dans son bureau improvisé, a arrêté son stylo et a écouté. Ce rire était pour lui un rappel que la bataille n'était pas terminée, mais qu'il regagnait du terrain. Au fil des jours, le calendrier a cessé d'être un simple indicateur de date pour devenir un journal de réalisation. 10 minutes assis sans aide, 2 pas avec un déambulateur, une journée entière sans douleur aux jambes. Chaque avancée, aussi petite soit-elle, était célébrée comme un triomphe collectif. Le manoir, autrefois théâtre de surveillance et de tromperie, se transformait peu à peu en une maison vivante, pleine de voix, d'arômes et de la promesse tangible que Matteo retrouvait non seulement sa santé, mais aussi l'enfance qu'on avait tenté de lui voler. La nuit a enveloppé le manoir d'un silence dense. Depuis la fenêtre de son bureau, Alejandro observait le reflet des lampadaires sur l'allée et le léger mouvement des branches agitées par le vent. Dans ses mains, une tasse de thé déjà froide. Il n'avait pas tourné une seule page des documents devant lui. Son esprit était ailleurs, dans un autre temps. Dans sa mémoire, Sofia était encore vivante. Il la voyait dans la cuisine de l'ancienne maison, vêtue d'une robe légère, les cheveux attachés en un chignon improvisé, et ce sourire chaleureux qui semblait avoir le pouvoir de redonner un sens à tout. Il se souvenait de l'odeur de son parfum, mélangée à celle du café du matin. Il se souvenait de sa voix, toujours patiemment modulée, même lors des journées difficiles. Le souvenir a inévitablement tourné vers sa fin. La maladie est arrivée comme un invité indésirable, s'installant sans préavis. Les premiers symptômes ont semblé inoffensifs, mais en quelques mois, les consultations médicales sont devenues quotidiennes et les pronostics de plus en plus sombres. Alejandro s'est alors accroché à tout l'espoir, tout traitement expérimental, la moindre possibilité de renverser ce qui semblait déjà écrit d'avance. Quand Sofia est partie, son monde entier s'est réduit à un seul axe, Matteo. Son fils était la raison pour laquelle il se levait chaque matin et l'encre qui le maintenait debout. Mais ce dévouement total l'a aussi laissé ouvert, vulnérable, cherchant désespérément quelqu'un pour l'aider à porter le poids de la vie sans Sofia.
C'est dans cette faille émotionnelle que Camila s'est glissée, avec ses mots doux, son comportement professionnel et sa volonté apparente de s'occuper de Matteo comme si c'était le sien. Alejandro comprenait maintenant que ce besoin de soutien avait été son angle mort. Il ne s'agissait pas de pure naïveté, mais d'un désir désespéré de croire qu'il pouvait faire confiance à nouveau. Un bruit doux l'attirait de ses pensées. De petits pas approchaient dans le couloir. La porte du bureau s'est entr'ouverte, et Matteo est apparu dans son pyjama bleu, les cheveux légèrement en bataille. « Papa, tu ne vas pas te coucher ?» Alejandro a posé la tasse sur le bureau et s'est levé. « Bien sûr, champion, allons-y. » Ils ont marché ensemble. Et en chemin, Alejandro a remarqué que les pas lents et contrôlés de Matteo étaient en déjà un progrès notable par rapport à il y a quelques semaines. Ils sont entrés dans la chambre et le garçon s'est installé sous la couette. « Tu travaillais ?» a demandé Matteo. Alejandro a secoué la tête et s'est assis à côté de lui. « Je me souvenais de ta maman. » Matteo l'a regardé avec curiosité et une nuance de nostalgie. « Je me souviens d'elle, a-t-il dit. J'aimais quand elle me chantait une chanson avant de dormir. » Alejandro a souri, bien qu'il ait senti une boule dans la gorge. « Oui, elle avait une belle voix, n'est-ce pas ?»« La meilleure, » a répondu Matteo avec certitude. Alors ils ont commencé à se souvenir ensemble. Ils ont parlé des dimanches où Sofia faisait des crêpes, des jours où elle l'emmenait au parc, et de la façon dont elle inventait des histoires avec Kim-Min, avec des animaux qui parlaient et plats. Alejandro décrivait les détails et Matteo complétait les scènes avec ce dont il se souvenait en tant qu'enfant. Ensemble, ils reconstruisaient dans des moments qui semblaient la ramener, ne serait-ce que pour un instant. Quand le silence est revenu, Alejandro a pris la main de son fils. « Matteo, je veux que tu saches que, quoi qu'il arrive, nous serons toujours ensemble. Personne et rien ne nous séparera. » Le garçon a hoché la tête et ses paupières ont commencé à se fermer. Quelques minutes plus tard, il dormait profondément avec une expression de paix sur son visage qu'Alejandro n'avait pas vue depuis longtemps. Il est resté à ses côtés quelques minutes de plus, le regardant respirer. Chaque respiration était un rappel de la raison pour laquelle il avait tant enduré et de la raison pour laquelle il ne pouvait plus jamais baisser la garde. Quand il est finalement sorti de la pièce, le couloir était dans la pénombre, et la maison silencieuse semblait préserver précieusement ce moment de proximité. Au fond de sa poitrine, Alejandro savait que les ombres du passé resteraient là, mais il comprenait aussi que ce sont ces ombres qui lui rappelaient, jour après jour, ce qui était en jeu. Le matin a commencé avec une douce clarté qui filtrait à travers les rideaux de la salle de réadaptation. Le soleil, tamisé par le tissu léger, dessinait des formes irrégulières sur le sol mat. Matteo était assis sur le tapis, les jambes étendues devant lui. La physiothérapeute, une femme à la voix calme et aux mains fermes, s'est accroupie à ses côtés. « Aujourd'hui, on va essayer quelque chose de différent », a-t-elle annoncé en plaçant un petit ballon devant les pieds de Matteo. « Tu n'as pas besoin de beaucoup le bouger, juste assez pour qu'il se déplace un peu. » Matteo a hoché la tête avec un mélange de nervosité et de concentration. Alejandro se tenait dans un coin, observant chaque détail, tandis que Diego restait près de la porte, les bras croisés et un sourire contenu. Les premières tentatives ont été timides. Matteo serrait les lèvres et fixait le ballon, mais ses jambes bougèrent à peine. La physiothérapeute l'encourageait avec de courtes phrases, calculées pour ne pas le surcharger. Alejandro sentait chaque seconde comme une éternité. Il voyait son fils rassembler toute son énergie pour accomplir un mouvement qui aurait été presque automatique pour n'importe quel autre enfant. Puis c'est arrivé. Avec un effort visible, Matteo a légèrement plié son genou droit et a poussé le ballon de quelques centimètres. C'était un geste minimal mais suffisant pour que toute la pièce se remplisse d'une énergie différente. « Tu l'as fait !» a crié Diego en faisant un pas en avant. « Matteo, tu l'as fait !» Le garçon l'a regardé avec incrédulité, comme s'il n'était pas sûr de ce qui venait de se passer. Puis un sourire timide est apparu sur son visage. Alejandro s'est accroupi à côté de lui, a posé une main sur son épaule et a dit « Ce n'était que le début, mon fils, mais c'est un excellent début. » Matteo a réessayé, cette fois avec le pied gauche. Le mouvement était moins sûr, mais il a réussi à faire rouler le ballon un peu plus loin. La physiothérapeute a pris des notes avec satisfaction. « C'est un vrai progrès, ça veut dire que les muscles répondent. » Diego n'a pas pu se retenir et, d'un geste impulsif, a levé les mains comme s'il célébrait un but. Je t'avais bien dit que tu gagnerais la course dans le jardin un jour. Le rire de Matteo était faible mais sincère, et Alejandro a senti que quelque chose à l'intérieur de lui se détendait. Pendant des semaines, il avait vécu dans un état de tension constante, concentré uniquement sur le fait de survivre à la journée suivante.
Maintenant, pour la première fois, il pensait à l'avenir. Quand la séance s'était terminée, Alejandro et Diego ont aidé Matteo à retourner dans sa chambre. Le garçon était fatigué, mais il y avait une lueur spéciale dans ses yeux, comme s'il avait découvert une porte qu'il croyait fermée. Plus tard, pendant que Matteo se reposait, Alejandro est resté sur la terrasse. En regardant le jardin, il pensait à la façon dont sa vision de la vie avait changé en si peu de temps. Avant, ses journées étaient pleines de réunions, de chiffres et de prévisions. Maintenant, le véritable succès se mesurait en centimètres. Un mouvement d'une jambe, le rire de son fils, la certitude qu'il était en sécurité. Tout le reste peut attendre, a-t-il murmuré pour lui-même, convaincu que chaque seconde passée à côté de Matteo était un investissement plus précieux que n'importe quelle affaire. Le bâtiment du palais de justice s'élevait de manière imposante ce matin-là, avec une file de caméras et de journalistes installés devant l'entrée principale. Depuis l'aube, les médias avaient démis le siège pour couvrir ce qui était déjà annoncé comme l'un des procès les plus médiatisés de l'année. Alejandro, accompagné de son avocat et du docteur Valeria, est arrivé discrètement par une entrée latérale, évitant l'agitation. Dans la salle d'audience, l'atmosphère était tendue. Camila, assise à côté de sa défense, était vêtue d'une robe modeste et d'une coiffure soignée, essayant de projeter la sérénité. Cependant, ses mains, jointes sur le bureau de l'accusé, trahissaient une tension constante, des jointures blanchies, des doigts se déplaçant par petits spasmes. Le procureur a ouvert par une présentation convaincante. « Mesdames et messieurs les jurés, a-t-il commencé, ce n'est pas seulement un cas de maltraitance d'enfants, mais le point culminant d'un réseau criminel qui traverse les frontières et détruit des familles pour le pouvoir et l'argent. Au cours des heures suivantes, des preuves clés ont été présentées. Des enregistrements de caméras cachées montraient Camila manipulant la nourriture de Matteo. Des analyses médicales, signées par Valeria, détaillaient sur la présence systématique de maïorelaxants vétérinaires. Des factures d'achat dans des magasins spécialisés, ainsi que des messages interceptés, laissaient sans peu de place au doute. L'un des moments les plus frappants est survenu lorsque Diego a pris la parole. D'une voix ferme, il a raconté comment il avait vu Camila ajouter des substances à la nourriture et comment il avait réussi à enregistrer une partie de ses actions sur son téléphone. Son témoignage, bien que bref, a créé un silence pesant dans la salle. Le procureur a également présenté des preuves obtenues à partir des noms que Camila avait mentionnés lors de son arrestation. Des documents et des relevés bancaires ont démontré qu'elle n'agissait pas seule, mais faisait partie d'un réseau avec des ramifications dans au moins 3 pays. Bien que ce ne fût pas le centre du procès, cette information renforçait la gravité de l'affaire. La défense a tenté de faire valoir que tout était une conspiration motivée par des différends personnels et économiques. Mais chaque témoignage et chaque document contredisaient en cette version. Dans sa plaidoirie finale, le procureur s'est adressé directement au jury. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'envoyer un message clair que la manipulation, la maltraitance et la violence contre les plus vulnérables ne resteront pas impunies. Après 2 jours de délibération, le jury est revenu avec le verdict. Coupable de toutes les accusations. La salle est restée silencieuse pendant que le juge lisait la sentence. Camila Ruiz est condamnée à 25 ans de prison pour maltraitance d'enfants, tentative de meurtre, association de malfaiteurs et fraude. Alejandro n'a montré aucune expression de triomphe, mais de soulagement. Il savait que la sentence n'effacerait pas ce qu'ils avaient en vécu, mais au moins elle garantissait qu'elle ne ferait plus de mal à personne. Dans les mois qui ont suivi, poussé par ce qui s'était passé, Alejandro a commencé à collaborer activement avec des organisations dédiées à la lutte contre la maltraitance des enfants. Son expérience personnelle en a fait un défenseur éminent et dévoué, capable de parler non seulement d'un point de vue théorique, mais de sa propre expérience. Il a participé à des conférences, a financé des programmes de protection et a pris part à des campagnes de sensibilisation. Bien que sa motivation restât Matteo, il a découvert qu'il pouvait aussi aider d'autres enfants et familles à éviter ce qu'il avait lui-même traversé. C'était, d'une certaine manière, une façon de boucler la boucle, de transformer la douleur en action. L'automne a coloré le manoir de tons chauds. Les feuilles dorées et rougeâtres tombaient lentement, s'accumulant dans les recoins du jardin qui, pendant des mois, avait été une scène silencieuse, presque une pause forcée et symbolique dans la vie de Matteo. Maintenant, cependant, ce même espace semblait vibrer d'une autre attente. La lumière du jour tombait en biais, baignant la pelouse d'une douce lueur. L'air frais portait avec lui l'odeur de la terre humide et des feuilles séchées.
Alejandro se tenait près d'un banc en bois sous un grand chêne, les mains dans les poches, regardant Matteo se placer à une extrémité du chemin, accompagné de la physiothérapeute. « Rappelle-toi, tu n'as pas besoin d'être pressé, a-t-elle dit. Un pas à la fois et toujours regarder droit devant. » Matteo a hoché la tête et, pendant un instant, Alejandro a senti que tout le jardin s'était tu pour assister à ce qui allait se passer. Diego se tenait à l'écart avec un sourire contenu et son téléphone portable à la main, prêt à filmer. Le premier pas de Matteo a été incertain, chancelant, mais il a réussi à garder son équilibre. Le deuxième est venu avec un peu plus de fermeté. Alejandro a senti sa poitrine se serrer. Chaque mouvement était le résultat de semaines d'efforts, de discipline et d'un courage qui ne pouvait être mesuré par des mots. Quand Matteo a atteint le milieu du chemin, la physiothérapeute est restée en arrière. Le garçon a levé les yeux et ses yeux ont rencontré ceux de son père. Alejandro a senti que ce moment contenait tout. La perte, la lutte, la peur, mais aussi le rétablissement, la force et l'amour qui les maintenaient ensemble. « Tu y es arrivé, mon fils », a-t-il chuchoté, bien qu'il sût que Matteo n'avait pas besoin de l'entendre pour le savoir. Les pas ont continué, lents mais fermes, jusqu'à ce que, enfin, Matteo franchisse la distance qui les séparait. Alejandro s'est accroupi et l'a pris dans ses bras, le soulevant avec un élan plein d'émotion. Les larmes coulaient sur ses joues, mais il n'a pas cherché à les cacher. « Tu as réussi », a-t-il dit d'une voix tremblante. « Je savais que tu y arriverais. » Diego, de son côté, a applaudi, incapable de retenir sa joie. Quand Alejandro l'a regardé, ses yeux ont transmis une gratitude qui n'avait pas besoin de mots. « Merci Diego pour tout », a-t-il dit d'un ton qui venait du plus profond de son cœur. Le jardin, qui il y a des mois était la scène muette de l'inquiétude et de la peur, était maintenant plein de rire et d'une énergie qui semblait balayer toute ombre restante. Alejandro, tenant toujours Matteo, s'est permis de regarder autour de lui et a compris que, bien que le chemin ait été difficile, ils étaient arrivés à un endroit d'où ils pouvaient regarder vers l'avenir avec espoir. La lumière dorée du crépuscule s'est intensifiée et les feuilles tombantes semblaient tourbillonner dans une danse lente sur la pelouse. Alejandro a fermé les yeux un instant, gravant cette image dans sa mémoire. Quand il les a rouverts, il a souri. Le passé ne les retenait plus. Le présent était à eux, et l'avenir était ouvert. La justice avait triomphé, la vie était à nouveau en mouvement, et le lien entre eux était plus fort que jamais. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de nous dire de quelle partie du monde vous nous regardez.